أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Dieu, la patrie et le roi. Cette devise, plus de 80% des électeurs marocains viennent de la choisir, en même temps qu'ils approuvaient la première constitution écrite d'un pays dont les frontières actuelles existent pourtant depuis la fin du XIIIe siècle. Leur roi, Sa Majesté Hassan II, règne sur le Maroc depuis mars 1961, depuis le jour où son père Mohamed V mourut brusquement. Les augures prévoyaient que ce règne durerait peu, quelques semaines peut-être. Depuis bientôt 2 ans, monarque absolu, il conduit lui-même les affaires de son pays et rêve, par la constitution qu'il vient de faire approuver, de transformer le Maroc en une démocratie moderne. Quelques ministres peuvent l'abandonner périodiquement. 3 de ceux-ci, encore présents il y a 8 jours dans son conseil, ont démissionné depuis. Hassan II n'en continue pas moins ce qu'il appelle lui-même l'œuvre géniale de son regretté père. Majesté, depuis que l'équipe de 5 colonnes à la une visite le Maroc, elle a remarqué beaucoup de réalisations, mais je voudrais savoir quelle est celle dont vous êtes le plus fier depuis l'indépendance de votre pays. La réalisation dont le Maroc peut s'enorgueillir, c'est d'être resté en état durant cette période difficile de prépuberté que connaissent tous les États nouvellement indépendants et qui ont à affronter plusieurs problèmes à la fois. En 6 ans, le Maroc n'a pas connu de famine, malgré des années dures. Il a continué à payer ses fonctionnaires tous les mois. Il a continué à appliquer son programme d'équipement. Il a continué à financer lui-même son budget de fonctionnement. Certes, les problèmes s'accumulent de plus en plus pour le Maroc. Il y a toutes les 2 minutes un Marocain qui naît. 720 Marocains par jour, 300 000 par an. Tous les ans, il faut trouver 90 000 emplois nouveaux et scolariser à peu près 300 000 élèves. On peut dire que les saines méthodes et les saines disciplines que nous avons acquises dans nos écoles et sur les bancs des facultés françaises ont donné leurs fruits et continuent de montrer que si la lenteur administrative représente un certain poids pour des pays qui veulent aller vite, il y a quand même une garantie et une sûreté. Dans l'économie marocaine, l'agriculture joue un rôle fondamental. Des colons, français surtout, ont mis en valeur d'immenses domaines. Celui-ci compte 2500 hectares d'un seul tenant. Rien n'a jamais interrompu le travail de ces propriétaires privilégiés. Plus que jamais, ils se sont organisés pour ne dépendre de personne. Ateliers, dépanneuses contribuent à leur autonomie complète. Au gouverneur de Beni Mellal, région exclusivement agricole, nous avons demandé si 7 ans après l'indépendance, on pouvait dire que l'agriculture était souvent encore aux mains des Français. Et cela ne cause aucun problème. Sur quel plan? Il n'y a pas eu de réforme agraire au Maroc, de nationalisation des terres, de modification au régime de la propriété. Le régime de la propriété n'a pas subi de modification. Pour le moment, il n'y a pas encore de réforme agraire. Pourtant, la majorité des fellahs disposent de parcelles de terre si réduites et de moyens si misérables que la réforme agraire s'imposera un jour ou l'autre. Une réforme originale, dit-on, qui ne morcellera pas les grands domaines et qui n'obligera pas les propriétaires actuels à quitter le Maroc. Pour l'industrie, c'est différent. Le Maroc, son plan d'équipement le montre, désire que capitaux et techniciens étrangers viennent procurer du travail à ses nombreux chômeurs et réduire ses importations de biens d'équipement. Cependant, les exportations du Maroc, elles, ne cessent d'augmenter. Les ressources minières, phosphates principalement, constituent une richesse dont l'État bénéficie d'abord, puisque Lyautey avait voulu que ces découvertes soient la seule propriété du royaume. La production a doublé depuis l'indépendance. Les cadres marocains et français de l'Office chérifien des phosphates sont particulièrement fiers de ces résultats.
Et dans ce total de cadres, combien y a-t-il de Marocains? Dans ce total de cadres, il faut compter 67% de Marocains, c'est-à-dire le 2/3. Et au moment de l'indépendance, il y en avait combien? Au moment de l'indépendance, il y en avait très peu. Et moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à travailler ici en 1956, je me rappelle qu'il n'y avait pas du tout d'ingénieurs marocains et il y avait comme cadre 4 ou 5 sur un total déjà de 1300. Vous, monsieur, vous êtes depuis combien de temps ici? Je suis depuis 3 ans à l'office. Peu de temps, alors, après votre sortie de l'école. Oh, je suis venu ici 2 mois après ma sortie de l'école. Pourquoi avez-vous choisi le Maroc? Le Maroc, c'est un pays dans lequel j'y suis né, c'est un pays que j'aime beaucoup. Et puis... Ah, vous êtes né au Maroc? Ah, je suis né au Maroc, oui. Et vous avez voulu revenir ici oui, comme oui. ingénieur? Comme ingénieur. En tant qu'ingénieur des mines, vous ne pensiez pas qu'il puisse y avoir en France ou ailleurs de mines plus intéressantes pour vous d'un point de vue technique ou... Je pense que l'OCP donne à ces jeunes ingénieurs des responsabilités et un travail que peu d'autres entreprises peuvent leur donner. La tendance est évidemment à la formation de cadres marocains supérieurs et intermédiaires, donc au remplacement normal sans doute des étrangers par des Marocains. Vous pensez finir ici votre carrière ou devoir partir un jour, ou peut-être même être obligé de partir parce qu'un Marocain vous remplacera? Je pense que je peux terminer ma carrière ici, qu'il y aura toujours de la place pour des gens qui veulent travailler. Au fond de la mine, où il semble creuser les souterrains d'un gigantesque château de sable, les ouvriers sont du même avis. On travaille tranquillement, on travaille comme des camarades au travail. Et ici, vous avez des ouvriers français avec vous? On a des ouvriers français. Et comment ça se passe avec eux? Tout ça marche avec eux. Ça marche bien? On marche dans le travail comme il faut. Et après, s'ils sont du travail, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Sa Majesté Hassan II a une politique aujourd'hui de coopération avec la France importante, etc. Est-ce que vous pensez, vous, que c'est une bonne chose? Notre sultan, c'est un bon type qui aide leur peuple, quoi. Vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants, oui, monsieur. Ils vont à l'école? Ils vont à l'école. Maintenant, ils partent à l'école coranique. À l'école Ils coranique? n'ont pas encore 7 ans pour partir à l'école européenne, français, quoi. Quand ils vont à l'école, vous leur apprenez le français? Oui, ça, sûrement. Et pourquoi? Parce qu'il le faut, quoi. Il le faut pourquoi? Il le faut. Pour instruire, quoi. Il y a près de 10 000 instituteurs français au Maroc. Tous ceux que nous avons rencontrés parlent avec la même chaleur de leurs élèves. Eh bien, par exemple, en 1950, il était assez difficile d'avoir un niveau de fréquentation élevé. Il fallait vraiment se bagarrer, il fallait aller chercher les gosses chez eux le matin. Et en 1953, lorsque nous avons présenté pour la première fois des gosses au certificat d'études, ces gosses, ces 7 gosses qui ont été reçus au certificat d'études, certains ont continué, mais parmi ces 7, il y en a 3 qui ont eu des places assez intéressantes. C'est-à-dire ils ont pu rentrer soit dans la gendarmerie, soit dans la police, soit dans les PTT. Et alors les autres gosses du Douar qui boudaient l'école, les parents aussi boudaient un peu l'école, se sont aperçus que cette école apportait quand même quelque chose. Est-ce que les élèves aiment vraiment leur travail? Ah oui, mais je crois qu'il y a tout d'abord de la part du gosse une véritable adoration pour le maître. Tout ce que le maître dit, si nous disons en classe il faut s'appliquer, il faut présenter le travail comme ça, vraiment les gosses suivent les conseils. Voilà, je crois qu'au Maroc on n'a pas à parler de discipline. Il n'y a pas à faire de discipline. Jamais on a, en 13 ans, moi je ne me souviens pas avoir puni un gosse. L'effort de l'État dans le domaine de l'enseignement est sans doute le plus impressionnant de ceux que l'on peut observer. L'UNESCO a proclamé champion du monde le Maroc, qui en 7 ans a augmenté d'1 million le nombre de ses écoliers. L'enseignement technique n'est pas oublié, la promotion des femmes non plus. Aux plus âgés, on apprend à lire, aux plus jeunes, un métier. La tradition n'est pas forcément rejetée. J'écoute Paris.
Mais derrière les voiles ne se cachent plus toujours des femmes ou des jeunes filles analphabètes et retranchées du monde extérieur. Attendez le couplet, je vous donne l'attente. 249-91, on vous parle de Paris, 3 quarts d'heure. Bon, il y a 3 quarts. Allô, La radio 94. La plupart des jeunes Marocaines veulent vivre comme les autres femmes. Écoutez Sophie. Le 5 aux Océans. Il y a longtemps que vous êtes dévoilée? Combien de temps? Depuis l'âge de... Enfin, je n'ai jamais porté de voile. Pourquoi chez vous on ne le portait pas? Si, ma mère le porte, ma soeur également. Encore maintenant? En dehors de votre travail, vous vous intéressez à quoi? À la mode? La mode, non. Enfin, je m'intéresse à la musique, la lecture. Qu'est-ce que vous lisez? Des romans d'amour. Dans combien de temps croyez-vous qu'au Maroc, on verra uniquement des jeunes filles comme vous? Probablement dans peu de temps. Il y en a déjà pas mal qui sont assez évolués en ce moment. Vous vous considérez comme évolué? Oui. Supérieur aux autres? Oui. Ici s'élevait Agadir. Rappelez-vous les images d'il y a presque 3 ans. Rappelez-vous les 20 000, les 30 000 morts peut-être. Par-delà les cités d'urgence qui ont relogé les sinistrés, le gouvernement veut accomplir le serment prononcé sur les ruines par le prince héritier, aujourd'hui roi. Agadir sera reconstruite. Les voies nouvelles commencent à être tracées. Cependant, est-ce un effet du malheur? C'est à Agadir que la constitution du roi a rencontré le plus mauvais accueil. Près de la moitié des électeurs se sont abstenus. L'opposition, le Maroc est le seul pays d'Afrique à ne pas connaître le parti unique, l'opposition y a remporté là son seul véritable succès. M. Bouhabid, leader de cette opposition, nous explique quel doit être, selon son parti, le rôle de la monarchie au Maroc. Notre conception donc de la monarchie est une conception qui fait du roi le chef de l'État, le symbole de la continuité de la nation, mais qui laisse à l'administration, au gouvernement et naturellement aux institutions démocratiques la pleine indépendance de jouer et d'organiser le pays comme elles doivent pouvoir l'organiser conformément aux aspirations du peuple et aux aspirations des électeurs. Mais dans la Constitution qui a été votée, une assemblée est prévue. Et même si vous n'aimez pas cette Constitution, vous ne croyez pas que vous pourrez jouer enfin un rôle dans une assemblée politique? C'est fort possible, mais l'assemblée qui est prévue est une assemblée sans pouvoir. Nous ne serons pas en démocratie. En démocratie, c'est-à-dire dans une assemblée qui peut décider et qui a le pouvoir de décider. Non, nous serons dans une, si vous voulez, en atténuant les choses, nous serons dans une démocratie consultative. Si je vous comprends bien, vous semblez dire que la démocratie ne règne pas au Maroc. Et cependant, le fait même que vous existiez, ne prouve-t-il pas que le Maroc est une démocratie? Ça ne prouve pas que j'ai existé longtemps aussi. Rien ne le prouve. Au palais de Rabat, ce petit garçon s'appelle Soliman. Il symbolise aussi le drame d'Agadir. Orphelin depuis le cataclysme, il a été recueilli par Sa Majesté Hassan II. En son honneur et en celui des enfants européens ou marocains du personnel du palais, le roi et sa jeune sœur, la Lahamina, trouvent très naturel que Noël soit célébré. Mais c'est près de sa fille Myriam, née il y a 4 mois et qu'il accepte de présenter pour la première fois, que Hassan II passe ses rares moments de loisir. Tu as fait un effort, c'est quand même lourd. Il aime lui montrer le portrait de son papa quand il avait 4 ans. On a bien travaillé. À 33 ans, Hassan II est l'un des plus jeunes chefs d'État du monde.
Son pouvoir absolu, qu'il tient de la tradition et du caractère religieux de la monarchie chérifienne, le roi a compris qu'il doit l'adapter au temps moderne. La constitution adoptée